Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 11 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incomparable, l'hystérique, le rocambolesque, le... L'hystérique, calme-toi un peu. Ça va? Ça va bien, toi? En forme? Mais oui, toujours en forme. Oui, vous le savez. Vous le savez. En plus, on porte nos masques. C'est juste pour vous inciter à faire la même chose, vous protéger. Ça m'a fait rire, Yann. J'étais allé chercher un de mes enfants à l'école. Puis je suis juste sorti de la voiture. Puis il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Je suis tout seul à 2 mètres. Fait que j'ai pas de masque. J'étais à côté de mon auto. Puis j'attends. Puis quelqu'un vient voir et fait « Monsieur, il faut porter un masque. » Tu peux pas dire ça à moi. Là. Je suis tout seul à la TV qui porte un masque commence un show. T'sais. Je suis pro-masque. Et rentre pas dans mon 2 mètres, puis on va être correct. Il ne faut pas virer fou non plus et déranger tout le monde, mais soyez prudents, prenez soin de vous autres. C'est ça qu'il faut faire présentement. C'est plate, mais regardez, là. On voit la lumière au bout du tunnel, puis ça va changer, je vous le promets. Tout va revenir. Là. Le football, on va arriver dans les séries. Là, hockey, on va avoir une saison finalement. Les vaccins vont rentrer. On va pouvoir voir nos parents. On est là au bord de la montagne. C'est pas le temps de tilter, là. On reste ensemble, puis on reste à prendre soin un de l'autre. Yannick, avant de te passer le puck pour présenter nos invités, je veux juste saluer tous les gens qui font du bénévolat, et je vais y aller en particulier avec tout ce qui est coaching. Vous allez dire, ouais, mais Martin, il n'y en a pas, il n'y a pas de hockey pour rien. Justement, savez-vous que toute la préparation qu'ils ont fait, puis qui sont toujours stand-by et en attente de ceux qui ont fait des miracles cet été avec le baseball, avec Mme Blanche-Net, là, ou Mme Monsieur Net, là, qui l'avait tout, puis tout ça, là. Vous avez fait un hell of a job, un gros merci. Puis je prends la peine d'en parler parce qu'on ne le souligne pas assez souvent. Puis quand on voit des images, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, un coach de football qui te whack un kid de 9 ans par la tête, ça n'a aucun sens. Puis ça m'a fait penser à quel point que trop souvent, on va montrer les gens qui sont stupides comme ça, mais on ne dira pas merci à ceux qui donnent de leur temps gratuitement dans du sport amateur. Donc, un gros salut à vous autres, un gros merci de faire ce que vous faites pour nos jeunes. Yann, nos invités aujourd'hui. Oui, gros show. On va s'entretenir avec Antoine Roussel des Canucks de Vancouver. On va le retrouver chez lui à Vancouver dans la deuxième portion de l'émission. Ça va être la fun avec Antoine parce que, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui récemment avant qu'il quitte le Québec pour un épisode d'Hors-jeu 2.0 qui sera présenté en janvier. Puis j'avais, à ce moment-là, discuté un peu du plan de retour. Puis, tu sais, il n'y avait rien de réglé. Puis il était très volubile là-dessus. Donc, ça va être intéressant de voir aujourd'hui ce qu'il a de bon à nous raconter puis de nous donner aussi peut-être une petite mise à jour de la situation. Et pour commencer, c'est le coach qui est là, Guy Boucher, qui est bien installé avec son micro et tout fonctionne à merveille dans le cas de Guy. Là, je prends une chance, je m'avance. Salut Guy, comment ça va? Ça va pas mal mieux que l'autre jour. L'autre jour, j'étais mieux d'être seul dans mon cubicule. Je me répétais paix et sérénité. Paix et sérénité. Ouais. Parce que là. Si tu veux. Là, ça va bien, on t'entend super bien. C'est ça. Si tu veux mettre en rogne, embarque-moi sur quelque chose de technologique comme ça, là, puis regarde, c'est pas trop long que la fumée me sort par les oreilles. Je vais dire, Guy, comme mes enfants se plaisent à me le dire régulièrement, papa, faut que tu sois calme, prends le temps de l'essayer, puis ça va fonctionner. Mais parce que je suis un peu comme toi, moi aussi, Guy. Quand ça marche pas, les pitons, là, c'est pas ma grande force, mais regarde, on prend le temps, on s'est ajusté, tu l'as fait, tout va bien. Je t'ai vu à la télé cette semaine également. Tout était numéro 1, donc tout va bien aller aujourd'hui. Puis là, c'est le fun. C'est ça qui m'écoeure, Yannick. Ce qui m'écoeure, là, c'est que t'as rien touché, t'as pas rien changé de tes fils, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne pas. Hey, là, moi... Arrête, là. Arrête, tu parles comme mes enfants. Quand il y a quelque chose de ça à la terre, je fais qui a fait ça? Pas moi. Je fais Colin, c'est encore Jean-Luc qui reste au bord de la rue, qui est venu au bord s'aller à cuire. Non, mais c'est pas pareil parce que ton téléphone, des fois, il n'y a rien qui fonctionne. Tu fais peser sur le piton pour le fermer, tu le loues, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne. C'est ça. Ouais. Ça se peut, par exemple, c'est parce que je laisse mon ordinateur ouvert à la journée longue. Ça se peut. Ouais. Au moins, on t'a aujourd'hui, puis on t'a pour une grosse demi-heure à part de ça. Fait que, écoute, on va s'amuser à avoir du fun. Yann, veux-tu partir ça? En fait, oui, on peut peut-être aller dès le départ du côté d'équipe Canada Junior. C'est une expérience que tu connais bien. Guy, tu as passé par là. Cette semaine, André Tourigny avait des décisions à prendre, des décisions qui n'étaient pas nécessairement faciles
compte tenu de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Tu sais, le contexte est particulier cette année. L'équipe a été en isolement, donc seulement quelques séances d'entraînement, des matchs intra-équipe. Et là, il devait prendre des décisions, renvoyer des joueurs à la maison, donc procéder à des coupures. C'est un processus qui n'est pas facile, pour un entraîneur. Et j'ajouterais que cette année est doublement difficile compte tenu du contexte, Guy. Oui, honnêtement, je peux pas imaginer comment difficile c'est par rapport au contexte, le COVID, tout ça. Puis ça, c'est inhabituel, évidemment. Moi, j'ai fait 3 fois les moins de 18, j'ai fait les moins de 20, j'ai fait les hommes, le championnat du monde, le Coupe Spengler, puis tout ça. Alors, le contexte n'a jamais été comme ça. Fait que c'est certain que ça amène une difficulté autre. Par contre, ce qui est semblable, c'est que tu vois des joueurs jouer, pratiquer, puis tu as retranché pour faire ton équipe. Mais dans ces contextes-là, je vais être franc, c'est sûr qu'il y a ce qu'on dit à la télévision, parce que tu veux pas manquer de respect envers aucun joueur, parce que tous les joueurs qui sont là sont vraiment bons. Il n'y en a pas de pas bons. Et j'ai aimé ce qu'André Tourigny a dit. C'est beaucoup plus par rapport au fait que c'est une couche qui se démarque. Et c'est pas parce que les autres ont mal joué. Moi, je pense que j'ai jamais vu de joueur mal jouer. Vraiment, dans ces tournois-là, sont tous bons. Mais tu as vraiment une couche qui se démarque. Et on dit c'est difficile. Ce qui est difficile, ce que j'ai trouvé, c'est de retrancher les individus parce que c'est des rêves pour eux. Et puis toi, tu es un humain. Alors, tu sais, c'est pas le fun. Premièrement, retrancher quelqu'un à n'importe quel niveau, j'ai jamais rien eu de fun là-dedans. Là. Tu appréhendes beaucoup ça comme entraîneur parce que tu sais que tu vas briser des rêves, tu vas faire mal à quelqu'un. Mais c'est sûr que toi, tu as du recul, tu es capable de voir avec la perspective que ça va peut-être aider cet individu-là. L'adversité, ça va lui donner une chance l'année d'après s'il y a la possibilité de revenir dans ce cadre-là, de pouvoir être meilleur et de comprendre. Mais tu sais que tu viens de faire mal à quelqu'un, donc c'est difficile. Par contre, ce qui est moins difficile qu'on peut penser, c'est les décisions qui sont prises. Alors, tu sais, la vérité, c'est que c'est très clair. C'est très, très rare que c'est pas clair. Des fois, à la fin, là, ton 7e défenseur, peut-être, ton 13e, 14e attaquant, et peut-être, là, ça peut être plus dur parce qu'il y en a qui ont été semblables, mais la vérité, là, quand tu les as vus quelques entraînements et quelques matchs, là, il y a des gars qui se démarquent très clairement. Alors, tu as ta réponse. Et c'est plus clair qu'on pense. C'est pour ça que des fois, quand on me pose des questions, maintenant sur un Québécois dans un camp maintenant de Hockey Canada, il a peut-être bien fait, mais la vérité, c'est que les autres étaient vraiment meilleurs. Alors, il n'y avait même pas de compétition, mais ça, tu peux pas le dire, puis tu peux pas, tu peux pas manquer de respect envers personne, là, c'est normal. Mais à porte fermée, la grande majorité du temps, c'est très clair. Parce que sur un entraînement, c'est peut-être moins clair. Sur 2, sur 3, un match, là, 2 matchs, regarde, t'en as, c'est vu. À un moment donné, t'as des gens qui sont constants, qui sont impressionnants. Alors, eux autres, regarde, c'est coché très rapidement. Fait que oui, habituellement, c'est plus clair qu'on pense. Écoute, je me surprends un peu. Je sais que ton équipe, la Ligue nationale de hockey, quand les gars arrivent, tu as une idée pas mal préconçue de qui va être là. Tu as l'expérience de l'année précédente. Mais un tournoi comme ça, où des jeunes joueurs, le rapport va arriver, puis 6 mois plus tard, à cause qu'ils sont dans un moment de développement incroyable versus un homme de 33 ans, les cartes, selon moi, peuvent changer. Donc, tu t'apprends à me dire que même au niveau Canada junior, tu as une bonne idée avant même que ça commence ou avec 1 ou 2 pratiques, tu sais tout de suite qui va sortir pas. Ça en prendrait un, mettons, là, qui explose dans la première pratique pour que tu fasses « Wow, lui, il a pas eu une coche ». Non, mais c'est parce qu'il ne faut pas t'oublier, là. C'est qu'ils ont été suivis pendant 1 an puis 2 ans avant. Donc, tu as toute une démarche, là. C'est pas juste, OK, tu l'as vu une fois, là. Tu as beaucoup d'informations. Tu as le recruteur-chef aussi. T'sais, moi, j'avais Al Murray, qui était à Tampa maintenant, puis on avait une super relation. Il était extraordinaire. Il était extrêmement honnête, puis il pouvait dire, gars, lui a progressé. Lui, je m'attendais à ça. Ça n'a pas été ça les 5 derniers mois. Donc, tu as un suivi du recruteur-chef et de ses recruteurs à lui. Puis ensuite, tu as toute l'information des entraîneurs, de la progression de l'individu. Et surtout, tu les as eus dans l'été. Il ne faut pas oublier ça. Là. La grande majorité de ces joueurs-là, tu vas les avoir vus dans l'été. Tu vas pouvoir les avoir comparés un à l'autre. Et en plus, il y en a qui étaient là l'année d'avant dans ton équipe. Donc, tu sais déjà qu'est-ce qu'ils valent. Donc, tu peux comparer les autres à ce moment-là. Puis après ça, tu as les surprises, des gars qui se développent, disons, du mois de septembre jusqu'à Noël. Des gars qu'on ne s'attendait pas
qui allait être dans le groupe, donc qui arrive un petit peu de nulle part, mais parce qu'ils performent tellement bien, sont tellement impressionnants dans leur ligue que là, tu n'as pas le choix de les inviter. Et puis, il y en a qui, définitivement, qui font les équipes. Alors, je te dirais que oui, tu as une idée au début, mais ça change à mesure qu'on avance parce que, mettons, tu as un gars qui a bien été durant l'été, puis là, tout d'un coup, ça va pas bien dans son équipe en septembre, octobre, novembre. Tu vas probablement l'inviter pareil, mais si ça fait 3-4 jours, puis justement, il a l'air de ce qu'il a eu l'air depuis le mois de septembre, bien, tu ne te fieras pas à ce que tu as vu au mois d'août. C'est parce que lui, ça va moins bien, puis il y en a d'autres qui progressent. Mais dans le camp, là, à tous les jours, là, c'est parce que c'est pas juste des petits entraînements. Là. Tu vois tout de suite ton hockey sense, tu vois ta vitesse d'exécution, tu vois dans tes 1 contre 1, tu vois aussi, surtout, si on oublie ça, parce qu'on donne des consignes comme entraîneur. Puis c'est des tournois où il va falloir que tu t'ajustes très rapidement, puis il va falloir que la réponse soit extrêmement rapide. Donc, ça prend des gars capables de s'ajuster rapidement. Alors, quand tu demandes des choses, c'est pas juste leur talent, là. Tu demandes quelque chose par rapport à un système, avantage numérique, des avantages numériques 5 contre 5. Puis là, tu vois le gars sur la glace, puis le gars que tu t'attendais qu'il soit bon, il n'est pas capable de s'adapter. Il comprend pas. Puis là, les autres comprennent tout de suite. Bien là, à un moment donné, tu lui demandes 2 choses, 3 choses, puis tu vois qu'il n'est pas capable de s'adapter, bien, il a beau avoir tout le talent du monde, ce gars-là, il n'est pas prêt pour un tournoi comme ça parce que quand tu demandes dans tes périodes un ajustement, quand tu passes d'un match à l'autre puis tu demandes un ajustement, il faut que tout le monde soit capable de le faire. Si toi, tu n'es pas capable de suivre ça, bien, tu as beau avoir tout le talent du monde, tu ne nous aides pas, là, parce que dans une courte période de temps, il faut atteindre la cohésion rapidement. Fait que ça compte énormément. Guy, je vais y aller avec quelques commentaires sur Facebook, entre autres, là, puis il y en a un qui m'a fait sourire, faut que je le lise. C'est Carl Rodrigue qui écrit « Hey Guy, puis ton retour chez Best Buy, t'as eu du bon service? » Fait que visiblement, oui. Ça, c'est un, parce que t'en avais parlé mercredi. Et Sean Wallace... Sean Wallace lui écrit « On entend tellement bien Guy, wow, ça va être le fun, belle émission en perspective. » Et là, il y a une salutation qui est le fun aussi. Martin Godet, qui lui nous écoute en direct de la Suède. D'ailleurs, il nous souhaite santé, puis il l'écrit en suédois. Il me l'a traduit, une chance, parce que j'aurais pas compris. Il marque hey, « Les boys, il est 18h12 en Suède. Moi, je vous écoute en préparant le souper. » Tu sais, nous, ici au Québec, c'est l'heure du midi. Donc, salutations à Martin. Puis il y en a plusieurs autres, gênez-vous pas pour nous écrire comme ça. Guy, avant de passer à l'autre sujet, pour terminer un peu avec Équipe Canada Junior, j'ai une question, moi, qui me brûle les lèvres concernant le gardien de but. Tu sais, souvent, avec Équipe Canada Junior, on sait d'ores et déjà, à chacun des tournois, le gardien numéro 1. Il est souvent identifié. On sait que c'est lui. Il y en a un qui a une longueur d'avance, donc les rôles sont bien établis. Là, cette année, c'est très différent. Je suis pas d'accord. Ouais, je sais que tu n'es peut-être pas d'accord. Ben, peut-être pas pour l'entraîneur, mais pour le public en général, souvent... Mais c'est ça, toi tu non, mais souvent, ce qui se dit publiquement, mais ce qui se dit publiquement, c'est pas ce qui se dit oui, exact, ben oui. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais il est là mon point, Guy. C'est que nous, publiquement, souvent, c'est identifié par les médias, par les partisans, par les gens qui suivent ça. Peut-être que l'entraîneur ne voit pas ça comme ça, mais nous autres, on n'est pas l'entraîneur puis on n'est pas dans vos meetings, fait qu'on le sait pas. Dans notre tête, il y a souvent un gardien identifié numéro 1. Là, cette année, c'est pas le cas. Il n'y en a pas. Il y a 3 gardiens qui sont là, parce qu'il y en a 2 qui ont été coupés cette semaine, dont le Québécois Devon Levy. Mais on sait qui pourrait être le gardien numéro 1. Est-ce que c'est vraiment différent? Les autres le savent peut-être. Ils ne crient pas. C'est ça l'affaire. Faut que tu comprennes que ça va dans les deux sens. Là. Ben oui. Eux autres, là, peut-être que Lévy a été exceptionnel depuis un certain temps. C'était lui d'avance, mais ils ne crieront pas ça, c'est toi. Tu sais, premièrement, s'il se blesse, après ça, l'autre gars qui fait l'équipe à sa place, ben il savait que c'était pas lui qui... Tu sais, il faut vraiment comprendre que qu'est-ce qui se passe dans les médias, c'est des médias. Il y a une énorme partie qui n'est pas vraie. Est-ce que ça peut être possible? Oui. Mais est-ce que c'est vrai aujourd'hui quand ça se dit? Moi, je peux te dire que quand je suis de l'autre côté de la clôture, là, ce qu'on entend des fois, là, on en rit parce qu'on se demande d'où ça sort. C'est vraiment là... C'est probablement la chose qui est la plus... il y a le plus de disparité, je te dirais, entre ce qui est vrai et ce qu'on entend quand on est de l'autre bord de la clôture. Écoute, des fois, on en rit tellement fort parce que des fois, c'est 180 degrés, le contraire. Là, on se dit, ben veux-tu me dire où est-ce que ça sort, ça? Mais il y a quelqu'un qui a lancé ça, puis peu importe d'où c'est parti, ça part. Puis c'est ça qui
qui est fascinant d'un côté, mais c'est aussi choquant d'un autre parce que tu réponds à des questions qui partent de nulle part, finalement. Alors, tu sais, le gardien, là, il est peut-être déjà choisi. Il était déjà choisi d'avance, peut-être, sauf que ça veut rien dire parce que rendu au camp, s'il est pourri, le joueur, là, il n'est plus choisi. C'est pour ça, moi, ça me fait rire un peu, choisir d'avance. OK, s'il y avait le choix de premier pick overall, décidait de venir dans l'équipe, ben là, c'est sûr qu'ils ne le couperont pas. Là. On va se dire vraies affaires, même s'il y avait un mauvais camp. Là. Bon, si Lafrenière était là, OK, c'est correct. Ben, c'est ça. Mais si les autres, tu sais, à part un ou deux ou peut-être trois gars qui sont des locks qu'on appelle, des gars, là, tu sais, la décision est cadenassée, si tu veux, bon... les autres, là, regarde, Jamie Benn, là, nous autres, regarde, aujourd'hui, tu regardes ça, ça a été une vedette dans la Ligue nationale. Ouais, mais nous autres, il a passé à 2 points pour faire le club là, avec les moins de 20 ans, puis il a joué sa 4e ligne. T'sais, parce qu'à ce moment-là, tu avais Cody Hodgson qui performait mieux que lui, puis finalement, Cody Hodgson, ça n'a pas été long, sa carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, on en regarde souvent aussi qu'est-ce que les joueurs sont devenus dans différents contextes, mais il faut comprendre que c'est un tournoi de très courte période, un moment très spécifique. Donc, à ce moment-là, qui est qui? Alors, c'est pour ça qu'un gars, tu sais, maintenant, Patrick Roy aurait pu être coupé là, d'équipe Canada à ce moment-là parce qu'il y en avait 3 autres à ce moment-là qui étaient peut-être en avance, tu sais. Mais Patrick Roy devient une super vedette dans le temps de la renommée. Fait que c'est une photo que tu prends à un moment très précis avec l'information que tu as, mais surtout avec les circonstances de ce moment-là. Alors, de te dire que ça va être ce qu'on entend, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu te fies, mettons, à Bob McKenzie, parce que lui, dans le tournoi, il est très, très proche, mettons, de l'entraîneur, puis que là, il a posé la question, puis là, l'entraîneur, il dit, tu sais, 2 jours avant la fin, garde, oui, lui, jusqu'à maintenant, là, il va faire notre club. Ben oui, mais c'est parce que ça fait 5 jours que le camp a commencé, ou 10 jours, ou 2 semaines. Bien là, il y a la réponse du coach. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais si tu me parles des prédictions avant, j'en ris toujours un peu parce que ça va dépendre de ce qui va se passer pendant le camp. Parce qu'on a eu tellement de déceptions. Tellement de déceptions. Oui. On veut aller jaser des divisions parce qu'il y a eu des nouvelles là-dessus hier soir. Juste avant, je veux te poser la question d'un auditeur, Jules, sur RDS.ca, sur la page On Jase. D'ailleurs, si vous voulez communiquer avec nous sur la page d'On Jase, les Facebook d'RDS, Facebook également de On Jase. Question de Jules, puis réponse rapide, Guy. Tantôt, tu as dit que c'était toujours difficile de rattracher des gens. À quel niveau tu as trouvé ça le plus difficile? Championnat junior, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue de hockey junior majeur du Québec. À quel niveau tu as trouvé ça le plus difficile? Avec l'équipe Canada. Avec l'équipe Canada, parce que... Okay. Oui, parce que la grande majorité du temps, quand tu vas couper c'est pas juste ça. C'est parce que c'est tellement un rêve, puis c'est tellement court. Ta fenêtre est tellement petite que souvent, c'est la seule opportunité de l'individu pour faire l'équipe, puis c'est fini. Alors, c'est très dur. Puis faut pas oublier une chose, c'est que c'est des vedettes, toute la gang. Souvent, il n'y en a aucun de ces gars qui ont été coupés avant, là. Fait que dans leur vie, là. Fait que tu arrives à un moment donné. Ouais, c'est très, 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 très dur. L'équipe Canada, pour moi, là, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. OK. Il y a des nouvelles qui ont sorti hier comme quoi que des équipes ne seraient pas très, très satisfaites des divisions que les journalistes, tu vois, ont évoquées. On aimerait ça parce que tu sais que le Canada, eux autres, vont voyager coast to coast. Il y a de la suite dans nos idées. Et là, on aimerait ça peut-être que, tu sais, exemple, les équipes de New York voyagent un peu plus que de dormir chez eux tous les jours en jouant à Philadelphie, Long Island, New Jersey, puis Madison Square Garden. Donc, on aimerait ça peut-être extensionner un peu les régions pour chacune des 3 autres divisions. La question est simple. Vois-tu un désavantage comme coach? Là, toi, tu es coaché à Ottawa, là, tu serais dans la division canadienne. Là. Tu trouves-tu que tu es désavantagé ou tu ferais « Hey, on est dans une pandémie, il faut jouer 60 games, on joue 60 games » ou tu vois un net désavantage versus les équipes qui vont retourner chez eux tout le temps? Bien, OK. C'est clair que c'est pas un avantage de taper, traverser le pays sur une base constante puis avoir à gérer le décalage horaire, tout ça, là, regarde. C'est sûr que ça va être plus fatigant que, comme tu l'as dit, la division où ils peuvent prendre l'autobus de la ville puis s'en aller à la game. Là, ça, c'est certain. Là. New York, Philadelphie, puis tout ça. Bon. Par contre, ce que je te dirais, c'est qu'en ce moment, c'est moins une question de distance, une question de nécessité. Et quand on parle des bulles possibles,
Ben, c'est ça que c'est, là. C'est la bulle du Canada pointe à la ligne. Fait que, regarde, le Canada, c'est plate, là, mais ça va s'étaler de Montréal à Vancouver. Fait que ça m'étonnerait qu'ils mettent Vancouver sur une plateforme et qu'ils nous l'emmènent à Montréal. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, écoute, t'as pas le choix, Puis, deuxièmement, ce que je te dirais, c'est que moi, je suis pas un gars qui aime ça niveler par le bas, là. Regarde, parce que nous autres, on paye pour, ben vous autres aussi, il faut vous payer pour. Regarde, ça fait pas de sens pour moi de dire que toutes les équipes de la région de New York, on va se mettre à s'étaler sur le pays. Premièrement, ça fait pas de sens côté santé. Si on veut des bulles le rapprocher, c'est ça. Ben déjà là, ben oui, mais c'est ça. Ça fonctionne pas dans le contexte actuel. Si tu me parles d'un contexte habituel, là, c'est un autre paire de manches. Mais l'autre chose que je vais te dire, c'est que c'est déjà comme ça dans la Ligue nationale. Tu sais, ça fait des millénaires que les équipes de l'Ouest chialent, qui sont tout le temps dans l'avion, puis qui sont près avec des décalages, bien plus que dans l'Est. Tu sais, puis l'autre chose que je te dirais, regarde, t'aimes pas, c'était pas drôle, j'étais là quand on commençait à parler d'être dans des divisions avec Montréal. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Ils traversent toutes les équipes de l'Est, tu sais, Washington, puis New York, puis tout ça, pour venir jouer contre Montréal, puis Toronto, puis tout ça, dans leur division. Ça faisait pas de sens, ça non plus. Donc, ils étaient, eux, désavantagés. Ça les a empêchés de gagner la Coupe Stanley? Non. Alors, tu sais, c'est la même chose avec Détroit. Détroit était pris dans les divisions centrales, puis il n'arrêtait pas de demander, dans l'Ouest, excuse-moi, puis il n'arrêtait pas de demander pendant des années de devenir une équipe qui faisait partie de l'Est ou du central, puis ils ont réussi à l'avoir. Mais parce que la grosse raison, en plus évidemment de la fatigue qui s'accumule, c'est surtout une question de télévision. C'est les heures de diffusion. C'est ça le problème du décalage en termes d'argent, si tu veux. Pour les joueurs, c'est pas pareil. Là, c'est pas une question de diffusion. Mais pour la Ligue et pour les équipes, c'est pouvoir atteindre ta clientèle à la bonne heure. Fait que c'est là que ça devient une discussion. Mais je pense que en ce moment, c'est bien plus une discussion futile pour moi à cause des bulles qu'on essaie de créer du côté pandémique. OK, écoute, de toute façon, on a d'autres questions à ce sujet-là. Vas-y, Yann. Vas-y, Martin. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'une des façons de gérer ça pour la Ligue nationale et la division canadienne, c'est de faire des matchs, des trois matchs, exemple, en 4 jours. Là. Ça peut arriver que ce soit du côté de Vancouver ou quand Vancouver va venir dans l'Est. Ça pourrait être une façon de gérer ça. Et puis, on va poursuivre cette discussion-là. Je vais t'amener sur cette piste-là, Guy, au niveau de la division canadienne. Mais pour le moment, on va s'arrêter pour les gens à la télé. On s'en va au grand titre du côté de la pause et on sera de retour dans quelques minutes. Mais venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit en direct. Bon, on est de retour. Des gens qui nous suivent sur le rds.ca, sur Facebook Live. Guy, c'est un peu ça que je posais comme question, en fait. C'est que faut vivre avec, mais aux États-Unis, on n'est pas obligé de faire des calendriers un peu comme au baseball. Mais au Canada, on peut le faire. Si le Canadien s'en va à Vancouver, joue 3 matchs en 4 jours et s'en va après ça en Alberta sur un autre voyage, puis là, on va affronter les Flames et Oilers 2 fois chacun. On va limiter les voyages énormément, là. Oui. La seule chose que je te dirais, pour avoir vécu là, les 3 matchs en 4 soirs, là, c'est quelque chose. Puis t'en fais 2 en ligne, là. C'est sûr. Regarde, les joueurs on a 4-5 jours avant de récupérer. Fait que là, après ça, on va chialer du spectacle. Tu sais, comme dans la ligne américaine, là, des fois, on jouait des 3 matchs en 3 soirs. Écoute, je peux te dire que, maintenant, on jouait vendredi soir, on faisait 5 heures d'autobus. Là, on partait après, on se pétait un autre 3 heures d'autobus pour jouer le lendemain. Puis après ça, on sortait de là pour un autre 3 heures, 4 heures d'autobus, arrivait à 3-4 heures du matin, puis on jouait le dimanche à 4 heures. Puis on se retournait à la maison. Et regarde, la vérité, là, c'est que le 3e match, là, moi, j'aurais pas payé 5$ pour aller voir ce spectacle-là. Puis c'est pas la faute des gars. Ils n'ont plus rien dans le corps. Fait que, tu sais, moi, c'est facile pour les gens assis là, comme moi dans le bureau. Oui, on va faire 3 matchs en 4 soirs, puis on va aller à l'autre place 3 matchs en 4 soirs. Mais attends une minute, là. Tu veux-tu un spectacle? Tu veux-tu avoir le meilleur de ton équipe ou tu veux juste que ton équipe elle se traîne la langue sur la glace pour survivre? Parce que c'est ça que ça fait. Parce qu'un match, là, 3 en 4 soirs, là, les pires sont, je te dirais, quand tu as un match, une journée de congé, puis deux matchs après.
Le dernier match, là, c'est atroce. J'aime mieux l'inverse. Quand tu joues tes 2 matchs, tu as une journée de congé. Puis après ça, tu vas jouer ton 3e match, là, la 4e journée. Parce que, puis c'est là que tu donnes un certain congé à tes gars là, dans la journée du milieu où c'est un entraînement beaucoup plus court. Parce que un back-to-back, là, c'est vraiment dur à jouer. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les meilleurs joueurs, les plus en forme, qui n'ont plus rien dans le corps. Et après ça, tu arrives à ton 3e match, puis garde, tu survis. Fait que si tu demandes ça, puis en plus, tu te tapes un décalage horaire de 3 heures, puis après ça, tu vas jouer tout de suite chez vous, puis tu repars un autre 3 en 4, là. Garde, je m'excuse, là, tu vas faire ça une semaine ou 2, puis après ça, ça va être... tu vas avoir des blessures, tu vas avoir un mauvais spectacle, puis tu vas juste essayer de survivre sur la glace. Alors, moi, personnellement... Oui, tu vas pouvoir le faire, mais il va falloir que la Ligue fasse attention sur la quantité, le nombre de fois qu'ils vont vouloir faire ça, surtout la répétition subséquente d'une après l'autre. OK, on a les nouvelles pour Équipe Canada Junior. Avant de communiquer, Guy, j'aimerais ça te mettre en situation pour ce que tu viens de dire. Juste pour t'écœurer, mettons. Mettons que tu as un 3 en 4, tu joues jeudi, tu es off vendredi comme tu n'aimes pas, puis tu as un back-to-back samedi-dimanche. Tu t'en vas à Vancouver, tu as tes 3 matchs. Jeudi, samedi, dimanche. Comment tu gères tes gardiens de but? Quel gardien de but a quel match? Puis vice-versa, si tu as tes 2 back-to-back après ta journée de congé, comment tu gères tes gardiens de but? Est-ce que tu gères ça différemment? Est-ce que tu as un plan préétabli? Est-ce que tu attends de voir les performances? À vous. Bon, OK. C'est une très bonne question, mais ma réponse est toujours la même. Là, toi, dans ta tête, tu me donnes un contexte spécifique, mais ce n'est pas un du tout. Dans le sens qu'il manque ben trop d'informations. C'est qui était dans le filet les matchs d'avant? C'était à valeur de quoi les jours d'avant? T'étais-tu sur la route les jours d'avant, ces 3 matchs-là? T'étais-tu à la maison? Est-ce que ton gardien de but a joué 3 matchs? Est-ce qu'il en a joué 2 en ligne? Est-ce qu'il y a une mauvaise passe? Est-ce qu'il est fatigué ou il y a une blessure? OK, mais on est en situation contre qui tu joues le vendredi? Ben, il Vancouver, pas de normal, Vancouver. Carey Price, c'est mon gardien de but numéro 1. C'est lui qui garde les buts normalement. On arrive à Vancouver. Non. Mais c'est ça, Martin, c'est que tu peux pas dire c'est mon gardien de but numéro 1. Parce que c'est à ce moment-là, contre qui tu joues, puis qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est que peu importe si c'est ton gardien numéro 1. Ouais, mais mettons avant, là, de Carey Price n'a joué 4 en ligne. Puis là, on va se taper 3 heures probablement, c'est pas 3 heures d'avion, là, c'est quasiment 5 heures, je pense, à Vancouver. 6 heures. Bon, mais 6 heures avec 3 heures de décalage. Bon, avec 3 heures de décalage. Puis après ça, je vais mettre Carey Price dans le net au premier match. Ben c'est ça. Puis après ça, on va dire Carey Price était pourri à soir. Ben oui, tu iras faire ça, tu vas voir de quoi ça a l'air. Fait que tu sais, c'est là que contre qui tu joues à ce moment-là. Ou, OK, on va te donner un exemple. Jake Allen, il a joué le match d'avant. On avait prévu Carey Price le match d'après. C'était ça la prédiction. Mais là, Jake Allen, shut out. Joue super bien. Carey Price, ses zen sont un petit peu fatigués. Non, on y va avec Jake Allen. C'est pour ça que tu ne peux pas décider d'avance en regardant ta cédule. Tu te donnes une idée, puis après ça, tu y vas au jour le jour. Tu n'as pas le choix de faire ça. Parce que des fois aussi, tu vas voir, OK, ça arrivait tout le temps, ça. OK, on joue le vendredi. OK, on va faire jouer Carey Price le vendredi, puis après ça, le lendemain, on va jouer notre backup parce que c'est un back-to-back. Là, on joue le vendredi. Oh boy, Carey Price n'arrache. On est obligé de le sortir du filet en première période. Là, c'est Jake Allen qui rentre. Là, Jake Allen n'arrache. Là, le lendemain, c'était supposé être Jake Allen. Tu vas-tu remettre Jake Allen? Non. Tu vas revenir avec Carey Price parce que tu vas dire, Gab, déjà, je sais que c'était dur hier, mais là, je te remets dedans. Tu vas nous en remettre dedans parce que tu lui as montré confiance à lui. Fait que, tu sais, si tu restes esclave de ton plan, ben, tu vas avoir le résultat qui vient avec. C'est une gérance. C'est pour ça que on planifie dans 4 jours, 5 jours. Les questions sont toujours les mêmes avec les médias. C'est OK, dans les 3 prochains matchs, c'est qui va être dans le filet ou qui vous allez faire jouer? Ben, ta minute, là. Je vais décider ça après le morning skate demain matin. Ben, voyons donc, tu vas décider ça à la dernière seconde. Ben oui, parce que j'ai des blessures. Puis après ça, j'ai aussi comment le gars se sent. Puis après ça, je vais voir des fois, on prend des statistiques. Là, finalement, notre gardien de but ou un défenseur, whatever, il en arrache contre tel club. Ça fait 5 fois qu'il perd contre cette équipe-là. Ben là, maintenant, c'est assez de se mettre la main sur le feu. Là. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, Martin, que c'est pour ça que ta réponse à ta question est bonne, mais c'est dur d'être spécifique.
Bon, OK. Ben écoute, j'ai voulu jouer au Parchésie, puis visiblement, c'est pas ton jeu préféré. Fait que, écoute, on va ramener les gens des grands titres de la télé. Hey, on va y ramener avec nous autres. Wow. Je vais t'en poser un autre. Regarde, je veux-tu une bonne anecdote, Martin va t'en donner une. Oui, vas-y. OK. J'ai déjà eu un gardien de but, sans dire qui, sans dire où, puis je veux pas que tu me nommes rien, parce que ça se peut que tu le saches, dans une de mes équipes, dans mes 24 ans de coaching, où j'ai un propriétaire qui est venu me dire qui allait être dans le filet. Puis que j'ai dit non. C'est le fun. Ah ouais, non, j'ai pas question, c'est moi qui décide. Ah non, il est fatigué, blablabla. Il a été pourri au dernier match, puis blablabla, il a joué trop de matchs, blablabla. Ben, je dis, regardez, là. Je dis, moi, si c'est pour être ça, voici ma démission. Ben voyons donc. Ben ouais, mais c'est ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai mis le gardien que je voulais, puis on a gagné 2-0. Fait que c'est juste te montrer. Ben oui, mais non, mais il faut que tu y ailles avec ce que toi, tu sais comme expertise. Tu es engagé pour ça. Mais il y a d'autres moments donnés, c'est le contraire. Il y a d'autres moments donnés, dans des situations comme ça, ben, tu vas y aller avec le contraire parce que tu juges que, ça vaut pas la peine, ça n'aura pas de grosse différence, ou c'est pas une bataille que tu veux livrer à ce moment-là. Ben, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui arrivent, Martin, dans les décisions. C'est pas juste une prévision d'avance. J'ai une question pour toi, moi, parce que là, t'as pas fini ton histoire. Là. Une fois que tu as gagné ton match, là, est-ce que le lendemain ou le soir même, tu es allé voir ton propriétaire et dire, regarde, tu m'as engagé pour coacher, laisse-moi diriger, regarde ce qui est arrivé ce soir, mets-toi de tes affaires, puis reste dans ta paperasse, puis moi, je vais coacher en bas. As-tu fait ça ou non? Non, parce que là, tu te fais mettre dehors. Tu peux pas agir comme ça. Non. Mais tu dois avoir le goût de dire en tabarnouche, par exemple. Non, mais c'est parce que tu comprends. Là, c'est une business, parce que c'est une business où tout le monde veut s'impliquer. Que tu sois dans le junior, que tu sois en Europe, dans la ligne américaine, dans la ligne nationale, et tout le monde fait ça parce qu'ils veulent être impliqués. Que ce soit un propriétaire, que ce soit un gérant, que ce soit des assistants gérants, il y a même des trainers des fois, ils viennent te jaser de tes lignes, puis de ci, puis de ça, puis le gars dans le gym, il vient de commencer à te dire que tel gars devrait pas jouer parce que ci, parce que ça, tu sais. C'est une business qui intéresse tout le monde par passion. Fait que toi, comme entraîneur, ben écoute, ça arrive de tout bord, de tout côté, puis toi, tu gères ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer ça avec le moins d'émotions possible. C'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours possible, parce que toi aussi, tu es un humain. Tu sais, quand ça fait 5 jours en ligne, tu dors 3 heures, là, puis que tu viens d'en perdre 3, puis 4, là, t'es testé là, comme individu. Fait que, mais il faut que tu sois capable de faire la part des choses, puis de juger quand est-ce que c'est le temps de mettre tes culottes, puis quand est-ce que c'est le temps de laisser faire, de mettre tes shorts, parce que il fait chaud un peu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est là, tout à fait. C'est là que faut que tu apprennes à jouer avec la politique du hockey. Sinon, tu pourras jamais coacher dans la Ligue nationale. Tu pourras jamais coacher dans les hauts niveaux parce qu'il y a de ces genres d'interventions-là sur une base constante. OK. Yannick Gaétan qui te demande, toi, Yann, parles-tu de même à ton boss? Tu dis, tu occupes tous tes papiers, moi, je vais animer? Non, mais c'est quoi? Je connaissais la réponse, c'est juste que je voulais vous faire sourire un peu, tu sais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, c'est parti, Guy. Je n'aimerais pas, déjà challengé aussi, je n'aimerais pas être gardien. Ouais, mais je pense pas que tu as dit, mets-toi de tes papiers, je vais m'occuper d'animer. Je pense pas que tu as dit ça. Non. Et là, c'est parti. Là, les gars cherchent. C'est-tu Condon, c'est-tu Rollasson, c'est-tu Limback, c'est-tu Garon? Écoute, les gars, tu sais, partout. Les gens pourront pas le savoir. Je le sais. Je te t'inquiète. Ça faisait les gars, juste 5 ans que je coachais. de... Oui. Mais 24 ans, là, il faut que tu fasses le tour en jouant le vert de la Ligue. Là. Ouais. Stéphane Leroux avait annoncé il y a une heure qu'il connaissait la formation. On allait annoncer aujourd'hui la formation d'équipe Canada Junior, une formation de 25 joueurs aujourd'hui, donc 9 joueurs allaient être retranchés. L'annonce allait être faite un peu plus tard aujourd'hui, même s'il était en possession des noms qui étaient retranchés, il préférait attendre. Et là, il y a les noms qui ont commencé à circuler un peu partout sur le web. Donc, Stéphane, n'ayant pas le choix, a décidé de divulguer les noms, surtout des Québécois qui ont été retranchés. Donc, Samuel Poulain, Maverick Bourque et Lucas Cormier font partie des joueurs retranchés par
équipe Canada Junior. Donc, malheureusement, on a des petits Québécois qui ont vu leur rêve s'envoler un peu, comme Guy a parlé tantôt, comme Hendrix Lapierre hier. Et complément d'information également pour ceux qui étaient avec nous plus tôt. Jasmin Leroux, la famille Leroux nous écoute au complet. Jasmin nous a texté en disant Guy a raison, Roy et Brodeur ont été retranchés d'équipe Canada Junior, puis ils se sont jamais représentés. Puis ils ont fait des carrières pas trop pires. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est ça. Tu sais, le Stéphane qui. Quand Stéphane va émettre quelque chose, comme en anglais, Bob McKenzie, tu es sûr que ça va être vérifié. Bien, Stéphane, c'est la même chose de notre côté. Quand il sort quelque chose, parce que c'est vérifié, fait que, on peut définitivement se fier à Stéphane. C'est pas juste son expérience, mais je pense que c'est le respect aussi. Là. Non, mais c'est des individus qui. Tu sais, que dans le milieu, avec le temps, à cause de leur personnalité et leur assiduité, ben ils acquièrent du respect. Fait que ça, on peut prendre ça comme du cash. Hey les gars, je vous en lis une vite qui vient d'apparaître sur la page Facebook. Tu sais, quand je te disais, quand Martin disait tantôt que là, tout le monde essaye de trouver l'équipe et le gardien, il y a Kevin Constantin qui écrit « Hey, c'est pas compliqué. Allez regarder tous les matchs de Guy Boucher qui ont fini 2-0 depuis 24 ans. » C'est ça. Alexandre Pilon a dit la même chose sur RDS.ca. Dans toutes les ligues, c'était midget, un méchant contrat, là. Universitaire, junior majeur dans 3 clubs différents, l'Europe. Ah ouais, élargi pour être sûr des perles. Ligue américaine, Ligue nationale, 2 clubs différents. C'est ça. Hey, Guy, j'en ai un autre pour toi du public parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Là. J'essaie juste de retrouver. Bon, je viens de retrouver le commentaire. C'est Michael Gaudreau qui te demande, en jouant plusieurs fois contre la même équipe dans une saison, ça va être le cas, là, exemple, disons canadienne, on a donc 6 adversaires. Est-ce que la place des unités spéciales va être aussi importante, va jouer un plus grand rôle? Comment tu vois ça, toi, pour les équipes dans la division canadienne? L'importance des unités spéciales lors de la prochaine saison? Écoute, les unités spéciales sont toujours importantes, mais à tous les matchs, moi, je trouve qu'on met tellement d'emphase là-dessus. Dans le milieu, là, tout le monde va avoir un bon avantage numérique, tout le monde va avoir un bon désavantage numérique. Il y a personne qui va être pourri dans ces domaines-là, mais l'emphase sur le long terme, il faut que tu sois une équipe solide des deux sens de la patinoire à force égale. Si tu n'as pas ça, tu auras beau être bon en avantage ou en désavantage ou les deux, tu ne pourras pas gagner la Coupe Stanley, tu ne pourras pas passer. L'inverse est beaucoup plus vrai. Tu as vu Boston, je me rappelle, quand nous, on s'est fait éliminer, Boston, je pense qu'il y avait comme une affaire comme même pas 5% d'efficacité. Il me semble que c'était une affaire comme 3 points kick, une affaire ridicule sur le power play dans les séries. Puis ils ont gagné parce qu'à force égale, dans les séries, ces équipes-là, la même chose que comme Saint-Louis quand ils ont gagné, il faut que tu sois capable de, sur une base constante, d'être solide parce que la majorité des minutes sont là. Et puis, comme nous autres, il nous est arrivé, à Tampa, on avait un avantage numérique exceptionnel. Puis le 7e match contre Boston, chez eux, devine combien il y a eu d'avantages numériques des deux côtés? 0. Fait que tu sais, qu'est-ce qui a décidé du match? C'est comment tu étais à 5 contre 5. Est-ce que je dis pas qu'il n'y a pas des matchs qui sont pas décidés par des avantages numériques, ça me fait un peu rire parce qu'on va regarder, le match a été décidé en avantage numérique parce qu'on a marqué un but puis le match est gagné 3-2. Ben oui, mais tu peux pas dire ça parce que c'est aussi décidé à 5 contre 5 parce que tu t'es pas fait marquer 2 buts à 5 contre 5 ou que tu en as marqué 2 à 5 contre 5 qui fait que ça fait partie de la différence aussi. Alors, c'est pas uniquement un but en avantage numérique ou le contraire en désavantage numérique. C'est sûr que si tu as 4 désavantages numériques puis tu en fais scorer 4, ben là, c'est clair que c'était un point majeur dans le match. Mais pour moi, tu sais, Martin, moi, je suis un maniaque de l'avantage numérique, puis je mets beaucoup de temps, mais parce que c'est une passion, puis j'aime ça. Mais la vérité, c'est que c'est ta force égale sur une longue période de temps qui fait plus la différence que tes unités spéciales. Alors, oui, c'est important, mais ce que je dirais pour répondre à cette question-là, c'est parce que tu les joues souvent, comme par exemple, nous autres, Ottawa, Toronto, tu les joues 4 fois avant que la saison commence, puis après ça, on les joue un paquet de fois dans la saison. Ce qui se développe, 2 choses. C'est tu taillis à mourir, là, OK? C'est la guerre, c'est la glace. Puis deuxièmement, tu te connais vraiment.
tu te connais tellement que là, ça devient beaucoup plus une guerre de détails. Et oui, autant d'avantages numériques qu'en désavantages numériques, mais aussi à 5 contre 5, à force égale, tu vas être obligé d'aller chercher des détails des fois pour essayer d'avoir l'avantage sur l'adversaire que normalement, tu n'auras pas nécessairement besoin de scruter autant. Je vais donner un exemple. On jouait contre Pittsburgh dans les playoffs. On perdait 3-1 contre à Tampa, la série. Alors, tout le monde pensait qu'on était mort. Et puis, regarde, j'ai passé des nuits puis des nuits debout là, à essayer de trouver comment on va faire pour battre la zone défensive de Pittsburgh et le gardien Fleury. Puis à ce moment-là, je m'apercevais, après, écoute, des centaines de clips là, au milieu de la nuit, que Fleury passait d'un poteau à l'autre extrêmement rapidement et que la défensive faisait pareil. Donc, on a pratiqué pendant plusieurs jours des back passes qu'on appelle. Donc, tu essaies de traverser le milieu du filet, puis tu fais une passe en arrière à un joueur qui est presque égal avec la ligne rouge. Puis on a scoré 2 buts comme ça pour gagner les matchs, dont le 7e match, on a gagné 1-0. On est revenu dans la série, ça nous a donné des petits détails comme ça. Mais écoute, ça a pris des heures et des heures parce qu'à un moment donné, tu te connais tellement que tout se cancelle. Alors, il faut que tu ailles chercher certains détails. Ça devient très difficile à un moment donné. C'est facile si tu y vas avec ce que tu connais. Mais si tu perds à répétition et tu as vraiment besoin de trouver quelque chose, c'est extrêmement difficile à un moment donné de trouver des détails qui vont faire la différence. C'est clair, tout est important. T'sais, si tu marques 2 buts en avantage numérique, mais tu en as donné 3 à 5 contre 5, tu n'es pas gagnant. Puis 5 contre 5 en plus, si tu as 4 power play, tu as 8 minutes d'avantage numérique, tu en restes encore 52 à défendre à 5 contre 5. Bref, on pourrait avoir encore plein de questions. Guy, exemple... tu joues à 3-4 à Vancouver contre Antoine Roussel qui nous écoute présentement. Tu veux vivre que tu as une information élargie. Tu vas-tu utiliser tes 25 joueurs? Ne réponds pas. Tu devras répondre seulement la semaine prochaine à des questions comme ça. Ben, tu reviens lundi. Montrer qu'on était préparé. Oui, ben je reviens lundi. Là. Ça sera pas trop long. All right. Attention à toi. Passe un beau week-end. Mets du bonheur à ton agenda. C'est le fun. C'est bon, merci à vous autres aussi. Salut, Bye. coach. Oui, Martin, on va prendre juste avant d'aller au téléphone, retrouver Antoine, parce que ça sera par téléphone avec Antoine. Je veux juste prendre le temps de saluer. Je vais nommer des gens là, qui nous ont écrit, qui ont envoyé plein de questions à Guy tantôt, mais évidemment, lundi, vous aurez l'occasion de vous reprendre. François Martin, Johnny Pomerleau, j'ai parlé de Kevin également. Il y a Sébastien Mador qui nous a envoyé également des commentaires. Michael Gaudreau, je regarde rapidement aussi François Lafleur qui nous a écrit, Luc Lapointe. Écoute, il y en a énormément de commentaires. Je te laisse aller sur rds.ca avant de les retrouver. Antoine. Oui, il y en a énormément. Alexandre Pilon qui est là également, qui fait partie de ceux qui sont sur la chasse à la game à 2-0. Il y en a un qui dit en plus, il y aura 2 mystères. C'est Laurent qui dit ça. Il y aura 2 mystères avec Guy. Est-ce que c'est Keith Hawley, le défenseur, et est-ce que c'est Anders Lindback, le gardien? Il dit c'est les 2 énigmes avec Guy Boucher. Salutations à Stevie qui est là également. Julien Pierre Laprise qui est là également. Bref, salutations à tous vous autres. On va rejoindre immédiatement Antoine Roussel. Puis je suis content. On l'a au téléphone, je suis content, mais j'étais un peu triste parce que si on l'avait eu en Zoom, en vidéo, on aurait pu le voir se bercer pendant qu'il fait le podcast. Mais regarde, on va le prendre au téléphone. Salut Antoine. Salut la gang, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Toi, il fait beau à Vancouver? Ben, il fait beau, température traditionnelle, une belle petite pluie. Écoute, quand tu habites à Vancouver, c'est un petit peu comme le film Forrest Gump. Là, tu vis toutes les sortes de températures de pluie, puis c'est le fun. On s'y habitue. Ouais, c'est mais je veux pas. C'est mieux que moins 10. Je veux pas faire une. Je veux pas faire une entrevue code postal, là, mais moi, je suis resté 1 an à Vancouver, /Whistler. Puis je me suis jamais caché à le dire. C'est mes amis qui ont fait que je suis revenu ici. Je m'ennuyais comme un petit bébé là, de mes amis. Puis j'étais travaillé ces montagnes de ski là-bas. Mais honnêtement, c'est un coin de pays que je trouve tout simplement exceptionnel, incroyable, malgré qu'il pleut souvent. Je sais pas, Antoine, si tu vis la même chose, toi qui as passé un bon bout au Québec. Là. Ben, là, j'ai passé pas mal de temps au Québec dernièrement, puis c'est sûr que c'est le fun. Vancouver, c'est magnifique, mais c'est dur de partir du Québec. Il y avait de la belle neige. Écoute, Yannick est venu à notre érablière, et puis ça va passer prochainement. Oui. Puis il y avait de la neige. Écoute,
il y a quelque chose qui se passe avec la neige que tu ne retrouves pas à Vancouver. C'est lumineux, puis c'est pour ça que moi, j'aime tant le Québec aussi. J'aime toutes les saisons, puis c'est pour ça que je m'y établis l'été, puis après ma carrière, c'est là que je veux vivre aussi, là. En passant, Antoine, là, puisque tu en as parlé, là, on a tourné quelque chose à Hors-jeu 2.0. Ça va être présenté fin janvier. Je veux juste te dire en passant que ton beurre d'érable, il était écœurant. Il en reste plus? Oh non, t'as pas eu du beurre d'érable? Ah non, il en reste plus. Mais il nous a donné un beau petit pot. Là. Écoute, les enfants sont tombés là-dedans là, comme la misère sur le pauvre monde. Là. Il était vraiment délicieux. On a été reçus là-bas, là, Martin. Ah non, c'est fou, là, je le sais. Puis, tu sais, j'invite les gens à ne pas manquer cette émission-là. Là. Je vais vous en reparler de la date de diffusion. Mais on a eu un fun là-bas incroyable au Saguenay avec Antoine. On a tourné ça il y a quelques semaines à peine. Hey, Antoine, le temps file vite. Fait que je veux en profiter et aller dans le vif du sujet là, dès le départ. Ouais, vas-y. Vas-y. Toi, tu as du beurre d'érable. Moi, je mange ça à cuillère chez nous. Je prends même pas le temps de mettre ça sur des toasts. Toi, tu as eu ça gratos de même. Puis moi, le coton, tu m'en as jamais amené. Martin, c'est pas correct. Je vais te le dire, c'est pas correct. J'ai pensé quand ils sont partis. Puis... T'as raison, Antoine, c'est pas correct. Hey, sais-tu quoi, Martin Lemay, écoute bien ça, là. Dans la vie, là, je partage n'importe quoi. Tu le sais, je suis un homme au grand cœur. Mais le beurre d'érable, oublie ça. Je le donne pas à personne. J'en ai laissé à mes enfants, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Non, je t'agace. Hey, Antoine, je veux qu'on parle un peu des négos et tout ça. Là, le retour au jeu, là, ça semble imminent. On parle de plus en plus du 13 janvier, début du camp le 3. Pour les équipes qui n'étaient pas en série, pourraient commencer le 31 décembre. As-tu des nouvelles fraîches? J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Là. Vous en êtes où exactement, là, la situation à ce moment-ci? Ben, ça en est que, écoute, il y a certaines équipes qui ont déjà demandé à leurs joueurs de revenir pour un petit peu passer les fêtes dans leur ville respective et surtout pour pas manquer le début du camp d'entraînement, parce que le camp d'entraînement, si tu fais le calcul, c'est 10 jours maximum. Fait que chaque pratique, chaque journée va compter. Puis tu veux, dans une saison écoutée, tu veux pas manquer ton début de saison. Fait que les équipes demandent déjà leurs joueurs de revenir. Mais écoute, on arrive à la pause de Noël, puis c'est pas tous les joueurs qui veulent arriver le 19 ici. Puis donc ça pose des problématiques de logistique. Écoute, Antoine, la question se pose. On est déjà le 11. Le 11. Si, mettons, on voulait recommencer le camp autour du 30 décembre, il faut que les gars rentrent d'ici 3 jours là, pour faire une quarantaine. Absolument stimulant. Puis, écoute, nous, on a une discussion là, hier avec l'association des joueurs, avec notre équipe. Puis, c'est des questions que les joueurs se posent. Tout le monde n'est pas revenu. Puis, ce qui pose problématique, c'est vraiment, est-ce que si tu veux pas faire manquer Noël aux joueurs, mais tu sais, en même temps, les joueurs veulent pas le manquer non plus avec leur famille. Mais ce qui ferait mal, c'est que, admettons, ça commence pas le 3, puis que t'es fait descendre tous tes joueurs, puis ça commence juste le 10 à cause que la pandémie, ça a pris une autre envergure. Et ben là, c'est un lose-lose comme situation. Fait que là, les joueurs, ils aimeraient plus ça, au final, que ça fasse... ça commence un petit peu plus tard. Tu sais, laisse passer le congé des fêtes, confine-toi à partir du 27, puis après ça. Mais la position des joueurs, c'est que tu peux pas avoir cette position-là sans ça. Ça ouvre la porte aux propriétaires à faire des salaires au prorata. Puis on s'entend, c'est vraiment pas ça que les joueurs veulent là. Ouais. Question du public. Je t'en pose une. D'ailleurs, ça faisait partie de mes questions. Je voulais te parler un peu de la division canadienne, Antoine. Puis je connais un peu ta réponse parce qu'on s'en est parlé, nous, lors du tournage. Mais Claude Morin te demande, Antoine, quel est ton feeling par rapport au fait d'affronter le Canadien plus souvent de cette saison, de venir à Montréal également plus qu'une fois, puis d'affronter l'équipe là, que t'as sûrement aimé dans ta jeunesse, là, même si t'es originaire de la France, t'es arrivé au Québec, ça fait quand même un bon bout de temps. C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Ben, écoute, comme tu l'as mentionné, être originaire de la France, là, c'est pour le Canadien que tu pognes. C'est une équipe francophone, ville francophone. Ça va sans dire que tout le monde suit le Canadien. Fait que c'est sûr que c'est une équipe qu'on connaît beaucoup. Le Canadien s'est excessivement amélioré. Puis moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça difficile de jouer contre le Canadien parce que c'est une équipe qui est vraiment rapide.
puis qui amènent beaucoup de tempo à leur match. Puis c'est une bonne équipe. Peut-être que ils ont pas eu forcément le succès qu'ils devraient le mériter. S'ils avaient joué peut-être dans une autre division, ils auraient participé aux séries plus facilement. Fait que j'anticipe que ça va être des games difficiles, puis va falloir vraiment profiter de nos chances, puis faire attention aux punitions. Tu sais, je pense qu'ils ont un bon avantage numérique. Puis écoute, vous parliez à un spécialiste il y a quelques instants de l'avantage numérique. Puis j'aurais aimé ça qu'ils se penchent un petit peu sur leur avantage numérique, mais moi je les trouve vraiment bons. Puis jouer contre Montréal, ça va être le fun plus souvent qu'une fois dans l'année, ça c'est sûr. Tu vois ça comment, mettons, si ça se matérialise, arriver dans une ville et faire un petit 3-4 contre la même équipe? Ça va être difficile. Moi, personnellement, je trouve que les back-to-back, ça enlève un petit peu ça enlève de l'énergie, tu sais, au match. Ça amène deux volets, finalement. Ça amène un volet qui est vraiment, tu sais, rivalité. Fait que ça amène à un autre niveau, tu sais. Rendu au deuxième match, tu commences à vraiment l'haïr. Puis si tu fais un 3-4 contre eux autres, ben là, rendu troisième match, là, c'est attache ta tuque, serre ton casque comme du monde, parce que s'il y a eu un coup de cochon en premier match ou le deuxième match, ben là, c'est le monde qui aime pas la bagarre, ben là, ça va être des matchs avec de l'intensité comme ça qu'on va revoir aussi, là, fait que ça va être excitant. Puis, mais ça sera pas forcément évident au niveau de l'énergie. Tu sais, c'est de la peau, là, jouer un 3-4. Hein. Puis, personnellement, moi, j'aime ça faire des matchs aux 2 jours. Ça donne le temps au corps de se remettre puis d'avoir de meilleures performances. Antoine, j'ai envie de savoir, là, t'es arrivé à Vancouver, ça fait quelques jours. As-tu l'occasion de jaser un peu avec tes coéquipiers? Tu sais, toi, c'est sûr que tu as un intérêt à jouer contre tes équipes canadiennes toute la saison. Pour les joueurs québécois qui sont dans les équipes canadiennes aussi, il y a un intérêt, les joueurs canadiens. Mais as-tu fait le tour un peu de tes coéquipiers, eux, leur feeling? Tu sais, je me pose la question, l'Européen, là, tu sais, là, tu vas me dire que tu es Européen, mais moi, je te considère comme un Québécois d'adoption. Mais tu sais, le gars de la République tchèque ou de la Suède, lui, jouer contre des équipes canadiennes ou jouer contre des équipes américaines, ça change pas grand-chose. As-tu l'occasion d'en discuter avec des coéquipiers de cette situation-là? Ben, je pense que, tu sais, oui, un petit peu. Le consensus, c'est que le monde sont quand même assez excités. C'est une nouveauté. Ils ont hâte de l'essayer, mettons. Puis, mais je pense, tu sais, quand tu me poses cette question-là, moi, je pense toujours à Elias Pettersson ou à Quinn Hughes. Tu sais, c'est des gars que, en dehors de la glace, ils veulent avoir aussi un impact, tu sais. Puis quand ils doivent regarder, puis là, c'est moi qui spécule, là, mais tu sais, ils regardent Austin Matthews, Marner, qui obtiennent toutes les deals dans le fond de marketing et tout ça. Puis eux autres, ils jouent pour une équipe canadienne, puis ils grattent seulement un petit peu la surface. Fait que les faire jouer partout au Canada, ça va leur amener beaucoup plus de visibilité, puis ça va leur amener aussi plus de games en jouant à prime time. Vous en parliez un petit peu plus tôt. Je t'arrête, Antoine, une petite seconde. Vas-y. Ou je t'arrête pas. Les gens à télé, bye! C'est juste, Antoine, le podcast est filmé puis il est à TV en live à RDS. Il fallait juste vous dire bye aux gens de la télé, mais sur le podcast, ça se poursuit. Écoute, tu as tellement raison, puis je veux tellement que les gens apprennent à découvrir cette méga star que sera Elias Pettersson. Ben, c'est clair. Puis il y a vraiment un impact, là, tu sais, que, écoute, on vit dans une génération où les jeunes, pas s'évaluent, mais évaluent un petit peu leur popularité, puis c'est plus facile que dans le temps. Ils sont capables de l'évaluer avec, par exemple, Instagram. Combien tu as de followers et tout ça. Puis, écoute, Elias Pettersson, il a craqué dans la Ligue il y a à peine 2 ans. Puis, écoute, je peux me tromper, mais il y a au-dessus de 200 000 followers. Il y a seulement 10 joueurs qui sont au-dessus de 300 000. Fait que, tu sais, écoute, il s'en vient avec pour se faire... ça va l'aider à grossir sa valeur en dehors de la glace. Fait que, tu sais, c'est un gros atout aussi pour lui. Puis j'ai l'impression aussi que ça peut être un atout aussi à l'avenir pour le garder à Vancouver. Parce que, tu sais, tu peux garder un joueur, je pense par exemple à Tavares à Toronto. Tavares, on s'entend, je vais mettre des guillemets là-dessus, il a pris un discount, un deal pour jouer à Toronto. Mais si tu regardais les publicités, là, puis à RDS, à TSN, tout ça,
le nombre de matelas qu'il a vendu, puis les annonces de Gatorade, puis tout ça, c'était lui, après ce deal-là, c'était lui qui avait toutes les deals. Fait que, tu sais, on s'entend que la force d'une équipe, c'est de pouvoir promouvoir ton joueur aussi. Fait que, tu sais, il y a des contrats un peu qui se négocient aussi de cette manière-là. Tu sais, viens jouer chez nous, puis on va te donner des deals en dehors de la glace, là. Fait que le fait qu'ils grossissent, ben, ça pourrait aider les Canucks de Vancouver dans plusieurs années à dire, écoute, tu joues au Canada, c'est bon, t'es dans une bonne équipe, puis c'est ici que tu peux faire des sous en dehors de la glace aussi. Fait que c'est un win-win à ce moment-là pour l'organisation et pour le joueur. Antoine, je vais te parler des Canucks, une équipe que j'adore depuis qu'on a décidé de faire le virage de ce côté-là. J'étais pas un fan de Markstrom. J'adorais Thatcher Demko depuis qu'il a été repêché par les Canucks. J'étais très content de voir ce qu'il avait fait en série. Ils ont été allés chercher une belle police d'assurance avec un gardien de but qui a déjà gagné la Coupe Stanley, qui va donner un challenge. Donc, le poste n'est pas donné, je pense, à Thatcher Demko. Puis, il y a eu d'autres gestes comme Nate Schmidt qui a été apporté à l'équipe. Es-tu content de voir, tu sais, comme à Montréal, ils sont super contents de voir les additions, mais je trouve que trop souvent, on parle de ce qui se passe ailleurs. Puis Vancouver, je trouve que c'est une équipe qui s'est améliorée cette année. Ah, c'est évident qu'on a comblé un petit peu nos départs. Là. Je te dirais, on a perdu Christopher Tanev, qui, selon moi, est notre plus grosse perte personnellement. Tu sais, Markstrom, c'est okay. un des gardiens les plus sous-estimés de la Ligue. Puis l'année passée, il nous a vraiment aidé à faire les séries. Puis nous amener à un autre niveau en tant qu'équipe. Fait que c'est un départ qui fait vraiment mal, mais tu sais, on l'a bien compensé avec Brandon Obi. Hein, tu sais, il a gagné le Vezina, puis c'est un gars qui c'est un gamer qui a gagné la coupe. Puis ça, tu peux jamais l'enlever à quelqu'un. Tu sais, ça, c'est un gros plus. Mais selon moi, l'apport de Tanev, c'est notre plus grosse perte. Puis c'est dur à compenser ce qu'un gars comme ça apporte parce que c'est dur à trouver puis t'es pas capable de le quantifier tant que ça parce que c'est un gars qui bloque excessivement beaucoup de lancers et puis il fait en sorte qu'il rend toute son équipe meilleure puis il prend des coups. C'est un gars qui a été blessé par contre, mais il fait en sorte qu'il améliore vraiment tous les joueurs sur la glace. C'est une bonne vision du jeu. Puis en étant allé chercher Schmidt, ça compense cette perte-là, mais pas au complet. Fait que oui, on s'est je trouve qu'on reste un petit peu au même niveau. Puis, écoute, on est une bonne équipe. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire dès le début de saison. Puis, faudra pas chômer parce que ça va être vite. Là. 56 matchs, là, c'est ultra rapide. Puis, si t'as un mauvais début de saison, ben tu peux dire tout de suite adieu aux séries, c'est sûr. T'es fait. Ouais. Antoine, il y a énormément de commentaires sur la page Facebook, sur rds.ca. Je vais en lire quelques-uns. Des gens qui, te découvrent et des gens qui t'apprécient énormément. Il y a Jacques Monplaisir qui écrit « Wow, Antoine Roussel est tellement agréable à écouter. Il est expressif, honnête et clair dans ses commentaires. Je viens de tomber en admiration avec ce gars-là que je découvre. » Il y a également Marc-André Dallaire qui marque « Pour l'instant, on t'aime, Antoine. J'espère que ça va pas changer. Entre parenthèses, quand vous allez jouer souvent contre les Canadiens. » Ah, ben c'est possible. Ça mais... je la trouvais bonne. Le plus important pour moi, là, c'est vraiment... Ben, premièrement, j'apprécie les bons commentaires comme ça. C'est toujours le fun. Mais ce que j'apprécie le plus, moi, c'est d'être aimé dans ma chambre, dans la chambre de hockey, puis aussi par nos fans. Fait que, tu sais, oui. Je l'apprécie être avec les gens du Québec même, mais tu sais, je veux vraiment que pour l'équipe que je joue, ben que mes coéquipiers ils savent que je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'on gagne. Puis ça, là, ça a tellement une valeur importante là, que, tu sais, au final, tu joues pour gagner la coupe. Puis moi, je veux faire partie d'une équipe qui gagne la coupe. Peu importe le nombre de minutes que je vais jouer, c'est ça qui est important, puis c'est ça que je valorise le plus. OK, j'en ai une vite, puis après ça, Martin va enchaîner. Non, vas-y, Martin, vas-y. OK, j'allais dire, il y a Miguel qui dit « Ah non, on va avoir Antoine Roussel plus souvent d'en face. » Là, puis après ça, il rajoute, il dit « Ça va faire une belle rivalité de sourire avec Brendan Gallagher. » Ouais, c'est sûr. Sauf que moi, j'ai la réputation de répondre de mes actes aussi, par contre. Oh! J'aime ça. Puis là, il y a des gens, Yannick, qui me ramassent un peu parce qu'ils disent « Ouais, tu ne dis pas, Antoine, que tu n'es pas un fan de Markstrom. » Antoine, tu as dû l'entendre dans mon commentaire. Oui, je l'ai entendu. Je suis un fan de Markstrom. Wow. Je comprends pas vraiment pourquoi, en fait, Martin, parce que, tu sais, moi, parce que je trouve... il a amené notre équipe à un autre niveau. Je vais te dire pourquoi. Vas-y.
Je comprends ça, mais je trouve que ce gardien de but-là, un peu à la James Reimer à l'époque, tout ça, le wow impressionne, mais je trouve que si tu regardes ses matchs, puis tu regardes, tu joues pour lui, je trouve qu'il génère beaucoup de retours. Donc, un match de 30 lancés vient rapidement un match de 38, 40 lancés, un match de 5 chances de marquer, où ce que ta défensive joue bien devant rapidement un match de 8 chances de marquer. Puis, je sais que tu n'aimeras pas la comparaison parce que je vais faire un comparable avec un des meilleurs, mais tu sais, Carey Price est reconnu pour faire dévier majoritairement toutes ses rondelles d'un coin mort de la patinoire, ce que Mark Strom ne contrôle pas comme tactique, comme gardien de but. C'est un gros bonhomme qui prend beaucoup de place, mais je trouve qu'il génère beaucoup de retours devant lui. C'est peut-être l'habileté qui est le plus dur en tant que gardien de but. Si tu penses à des gars qui ont déjà gagné le trophée Vezina, Tim Thomas, c'était un gardien qui bloquait les rondelles, fait qu'il en donnait beaucoup, là, des rebonds. Là. Puis Henrik Lundqvist, la même affaire. Ça fait que c'est peut-être la qualité de gardien qui est le plus dur à acquérir. Puis peut-être qu'il y en a pas beaucoup qui sont capables de le maîtriser au complet. Puis tu me parles probablement dans des gardiens du top 3 de la Ligue. Puis c'est tout en son honneur s'il est capable de faire ça, puis s'il aide son club, c'est clair. Mais pour défendre Markstrom, sur ton point, c'est que Markstrom, on lui donnait tellement des chances contre, dans le fond, dans l'enclave, puis il faisait des arrêts mirobolants à chaque fois. C'était vraiment impressionnant. Puis le nombre de matchs qu'il nous a fait gagner avec des erreurs de jeu qu'on a fait, des 2 contre 1, c'est arrivé souvent, là, puisque vous autres, vous êtes couchés à cette heure-là. Là. Mais nous autres, moi, je le voyais, j'étais assis sur le banc. Puis des fois, je me disais, tabarouette, une chance qu'on l'a pareil, parce que c'est tout qu'un gardien. Là. Hey Antoine, j'en ai une pour toi, vite, là. Quelle équipe dans la division canadienne, oublie Canucks, évidemment, là, tu joues pour les Canucks, mais ça, parce que hier, on a fait un petit sondage à travers nos experts, puis tout le monde est allé de son classement, qui devrait remporter la division canadienne. Beaucoup, d'ailleurs, ont placé les Canucks dans le top 3. Mais je te pose la question à toi, quelle équipe dans la division canadienne redoutes-tu le plus pour la prochaine saison? Ben là, vous allez dire que je suis têteux, là, mais tu sais, c'est le Canadien pour de vrai, là. Je pense qu'ils vont. C'est correct. Je pense qu'ils vont. Ils vont faire plaisir à beaucoup de partisans cette année. Puis ils ont une belle équipe, ils vont pouvoir se positionner rapidement. Ils n'auront plus forcément les Bruins dans leur face à chaque, tout le temps dans leur division. Fait que peut-être qu'ils vont pouvoir prendre un air d'aller, si tu veux. Puis écoute, c'est vraiment cette équipe-là. J'ai l'impression que Calgary s'est amélioré. Ils ont récupéré tous les anciens des Canucks. C'est quasiment les Canucks 2.0. Ils ont récupéré Markstrom, Tanev, Livo et quelqu'un d'autre que j'oublie. Je suis pas capable de te le nommer rapidement, mais j'ai hâte de les voir eux autres aussi. Puis écoute, Edmonton, vont-ils être capables de prendre aussi leur second souffle? Est-ce que McDavid est tanné de perdre en première ronde ou de pas faire les séries? J'ai hâte de voir avec quel niveau de caractère et d'intensité il va arriver cette année, parce que on va voir aussi quel genre de leader c'est. Puis c'est le meilleur joueur de la Ligue. Puis si il décide de se fâcher puis d'amener son équipe à un autre niveau, de jouer un peu plus défensivement, sacrifier des points, mais faire en sorte que ton équipe gagne, ben là, à ce moment-là, Edmonton, ça va être toute une puissance. Peux-tu que le 4e, t'as-tu oublié Louis Domingue? C'est vrai, mais il y en a un autre, je suis sûr. Il y en a un autre. Je te dis, ils ont pris 5 gars. Je capotais à un moment donné. Là, je me suis dit, crème, je m'en vais. On s'en va-tu tous à Calgary? Hey Antoine, un gars qui est parti de Vancouver et qui n'a pas arrêté à Calgary, mais à Montréal, c'est Tyler Toffoli. J'ai fait des émissions dessus, puis on essayait de diminuer les attentes sur Toffoli, pas que les gens pensent qu'il s'en venait marquer 40 buts ici à Montréal, mais ça demeure un excellent joueur avec un joueur qui est polyvalent également. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme scouting report sur Tyler Toffoli? Ben, premièrement, là, Martin, je peux juste te dire une chose, c'est qu'après qu'il a signé à Montréal, moi, je l'ai texté, je lui ai dit, toi, là, la prochaine fois qu'on se voit, tu me dois minimum 2 steaks, parce que tous les bons commentaires que j'ai faits à son endroit, je lui ai fait des passes sur la palette. Ceci étant dit, c'est un excellent joueur, puis il m'a impressionné. C'est un bon marqueur qui va bien compléter un trio. Dans un trio, on le dit souvent, tu peux pas avoir 5 gars qui aiment ça avoir la rondelle. Ça te prend des gars qui sont capables de jouer sans y toucher tout le temps. Puis c'est important de trouver sa place comme ça. Puis lui, il apporte cet intangible-là où
ben c'est pas grave s'il n'y a pas le puck sur le tape. Puis il va se positionner à un bon endroit, puis à un moment donné, boum, il va l'avoir sur le tape, puis elle va finir dans le coin en haut où est-ce que maman met le peanut butter. Fait que là, tu sais, c'est le genre de joueur que c'est. Ben, en tout cas, ça va être le fun. Nous, on est excités, on a hâte de le voir dans l'uniforme du Canadien. Puis là, Antoine, écoute, les gens, là, c'est fou là, comment qu'on a des intervenants puis les gens qui sont tombés en amour avec toi. Moi, là, c'est sûr qu'on va te rappeler puis c'est sûr qu'on veut te rejaser durant la saison. Si ça te tente avec nous autres, comme ça, au téléphone là, ou par FaceTime, qu'on fasse un petit quelque chose au mois de janvier, une fois que ça va partir, ça serait bien le fun. Ben, ça me ferait plaisir. Puis, écoutez, la prochaine fois, au moins, vous me verrez, vous me direz pas seulement, Antoine, t'as une face pour la radio, là, tu sais. Non. Moi, je dis, Antoine, je suis pas mal certain que ton après-carrière est all set. Puis, aussitôt qu'il y a une saison d'agent libre d'un podcast, on te fait un offre. C'est bon. Merci, les gars. Attention à vous autres. Hey, merci, Antoine. C'est toujours le fun de jaser avec toi. Puis, bonne saison avec les Canucks. On se reparle en janvier. Merci. Merci. Au revoir. Bye-bye. Hey, es-tu bon? Très, très sympathique. Et, s'il est bon, mais écoute, quand je suis allé tourner avec... Hey, je te raconte vite, là, je prends 1 minute, je te raconte ça, les gens vont le voir. Tu sais, la façon dont ça marche à Hors-jeu 2.0, c'est que souvent, on book une entrevue avec quelqu'un et tout ça, puis on passe un peu de temps avec. Puis, tu sais, là, dans le cas d'Antoine, il nous avait invités à aller visiter sa cabane à sucre familiale avec sa belle famille au Saguenay, tout ça, à la Terrière. Puis, tu sais, on fait pas trop de demandes. On sait déjà, le gars est très généreux de nous donner un 3-4 heures dans sa journée. Là, on arrive là-bas, puis André et moi, puis là, on s'installe avec l'équipe de production. Puis là, Antoine, il dit là, si ça vous tente tantôt, je vais vous amener visiter mon terrain, voir toutes les tubulures. Tu sais comment c'est, Martin, les cabanes à sucre, les terrains, tu sais, pour récolter l'eau d'érable et tout ça. Tu sais, c'est tout un système. Il dit, je me suis organisé, là, on va aller faire un tour en montagne. Et là, à un moment donné, arrive un camion de livraison. Mon gars, les 4 roues débarquent avec les je cherche le nom, là, c'est pas un dumb buggy, là, mais les espèces de 4 roues, mais avec un toit fermé. Side by side. Les 3 roues, les pick-up. Ouais, c'est ça. Et là, ouais, exact. Tu vois comment je suis pas trop nature. Et là, Jean-Antoine, OK. Ah non, il dit, c'est mon chum à Alma, va nous prêter ça pour qu'on puisse vous amener dans le bois, tourner, puis voir tout le... Écoute, tu sais, il est génial. On lui a rien demandé. C'est tout lui qui a pensé à ça. Des gars comme ça, là, il y en a quelques-uns dans la Ligue nationale, puis lui, il fait assurément partie des gars les plus sympathiques et dédiés à peu importe ce qu'il a à faire. Puis regarde, aujourd'hui, il m'avait dit, oui, c'est sûr, je vais jaser avec vous autres avant les fêtes. Puis il l'a fait. Donc, c'est vraiment le fun. Puis on va y reparler en janvier, puis ça serait le fun de l'avoir de temps en temps avec nous, parce qu'il est très volubile, puis c'est le fun de discuter avec lui. Écoute, je pense que tu as apprécié également. Beaucoup d'amour pour lui sur On Jase. Ouais, beaucoup d'amour pour lui sur On Jase. Laurent, il dit, moi, je vais retenir qu'il a dit que Gallagher... Il a dit, moi, je réponds de mes actes en parlant de Gallagher. Il dit, le Canadien avait un bon avantage numérique. Il dit, j'ai un homme au grand cœur, mais le beurre d'érable, oublie ça, je ne le partage pas. Yannick Lévesque, 2020. Et Guy ne se mouille pas sur des joueurs qui sont questionnables. Donc, c'est le résumé de Laurent sur le show aujourd'hui. Puis, comme je te disais tantôt, beaucoup de love pour Antoine qui a été... ouais. Il est bon. Il est bon. Il n'a pas la langue de bois. Puis, chapeau. Ouais. Hey, un gros merci à toute notre équipe de production. Merci à Corinne à la réalisation, mise en onde. Merci à Joël aux médias sociaux. Toute l'équipe de production également en régie, à RDS qui ont fait tout un job toute la semaine. Donc, ça a été encore une fois une superbe semaine avec vous. Merci à vous, les jaseux, d'avoir pris le temps de nous regarder, de nous écouter et surtout de nous écrire. Et on remet ça la semaine prochaine, lundi, avec Guy Boucher et François Gagnon, mon chum. Yes, on va commencer ça fort. Puis salut à tous nos réguliers. Salut, Man. Salut, Yann. Salut.